Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Real Insiders. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain en Suisse. Vous êtes prêts? Let's go! Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toutes ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et sur les personnes passionnées qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution. Salut Mathieu, merci de participer au podcast Real Insiders. Merci de ton invitation. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Alors Mathieu Maillard, j'ai 38 ans, marié, 3 enfants, une grande fille de 16 ans et 2 petits, qui ont 1 et 3, et à côté de ça, passionné d'immobilier et de golf. Ok. Et tu as quitté un poste stable pour lancer justement Maillard Immobilier en 2015. Quel était le déclic finalement? Alors déjà, stable dans le courtage immobilier, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. Ouais. Mais c'est clair, j'étais responsable d'agence à Lausanne. Ça faisait 6 ans que j'étais en place. J'avais commencé comme junior d'ailleurs là-bas. Et je me voyais honnêtement y rester encore un peu. Mais il y avait des envies d'entreprendre, des envies de donner un peu plus que juste ce poste de responsable. Il y a eu des discussions avec mon ancien patron d'éventuels rachats d'actions, d'entrée au capital et autres. Puis finalement, les discussions n'ont pas abouti plus que ce qu'on voulait à ce moment-là. Et puis nos chemins se sont séparés, mais j'ai gardé une excellente relation avec lui. D'accord. C'est quelqu'un qui m'a suivi aussi à mes débuts, qui m'a limite donné quelques conseils. Donc ça s'est très très bien terminé il y a 10 ans en arrière. Ok. Tu peux donner un nom ou pas du tout? Oui, c'était chez Verbel et mon patron qui était Olivier Franière. Ok, super. En 2025, vous fêtez d'ailleurs les 10 ans du groupe Maillard avec vos équipes à Porto. J'ai vu ça notamment sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Si aujourd'hui tu fais un arrêt sur image, est-ce que déjà tu es fier de toi, d'où tu viens, et quelles ont été les étapes les plus compliquées aussi? Alors, fier, oui. Ce qui est clair, c'est qu'à l'époque, en 2015, si on m'avait dit 10 ans plus tard, vous serez un groupe d'un peu plus de 30 personnes et puis vous partirez fêter ça à l'étranger, j'y aurais pas cru. C'est incroyable. Parce qu'en soi, c'était pas forcément l'objectif de départ. On parlera peut-être un peu de la vie de l'entreprise, mais Exact. Mais initialement, moi, mon idée, c'était plus de gagner en qualité de vie, en me mettant indépendant, et pas forcément de monter une structure avec la charge qu'on a aujourd'hui. Parfois, on en rigole avec mon frère en se disant qu'aujourd'hui, on est 32, puis des fois, on se dit, est-ce qu'on serait pas 32 trop finalement? Et après, on voit les collègues, puis on se dit qu'évidemment que non, parce que non seulement on pourrait rien faire sans eux, puis on les adore. Donc fier, oui, mais après, voilà, c'est un parcours qui est pas toujours tout simple. Bien sûr. Tu me demandais les étapes compliquées. J'en prends une qui m'a marqué, c'est 2017 quand on ouvre la première succursale courtage à Yverdon. Oui. Pourquoi Yverdon déjà? Parce que c'est de là où on vient avec mon frère du Nord Vaudois. Et puis on avait fait 1 année et demie que les deux. Ça roulait, c'était fantastique. Et puis moi, je suis arrivé un peu sur mes grands chevaux là-bas, en me disant Maillard sur une vitrine, on vient d'ici, on est bon, ça va aller comme sur des rouleurs. Fait des frais, engagé du monde, et puis en fait, fin 2017, tu te regardes et puis tu te verses en salaire moins que ce que tu as payé en impôt l'année d'avant, parce qu'en fait, c'était pas si facile que ça, et puis qu'on avait peut-être oublié un peu les basiques. Et puis début 18, avec mon collègue de l'époque, qui est toujours là, Michael, qui est mon responsable à Yverdon, on a remis le bleu de chauffe, comme on dit. On a repris la véritable prospection qu'on avait probablement un peu oubliée en se voyant trop beau. Ouais. Et puis ça, c'est des étapes assez marquantes, parce qu'on s'en rappelle aussi quelques années plus tard que ça n'a pas toujours été simple, et puis qu'il a fallu se battre un peu quand les affaires étaient un peu moins bonnes. Ok. Et puis ça, donc toi, tu viens de la région d'Yverdon, entre guillemets. C'est quand tu dis que tu t'es un peu déconnecté du terrain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il fallait ramener une vraie présence physique et développer un réseau de terrain, alors que tu pensais qu'en étant, entre guillemets, un peu médiatiquement connu, ça aurait suffi? Alors, je pense que je me suis bu trop beau, trop vite. Ok. C'était une bonne petite claque fin 2017. Juste pour rappeler qu'en fait, c'est bien joli de connaître tout le monde dans la ville, mais en fait, il faut bosser. Bien sûr. Et le métier de courtier, le métier du courtage, la première chose qu'il faut faire, c'est rentrer des mandats. Sûr. Rentrer des mandats, c'est prospecter. Et ça, c'est un travail de longue haleine, qui n'est pas toujours gratifiant, mais on avait peut-être oublié un petit peu de le faire à ce moment-là. Et puis qu'il faut savoir anticiper. Pas généralement, C'est ça. il y a 6 mois de... Et typiquement, je pense que fin 17, on a payé les 6 premiers mois où on s'est vu trop beau, justement, comme je le disais. Et ça, c'est une étape vraiment marquante, parce qu'on n'a jamais refait cette erreur.
des années où ça a été plus difficile à cause du marché, on en a vécu depuis, mais ça n'a jamais été à cause du manque de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'était un élément fondateur de l'entreprise. Et 10 ans plus tard, si on en est là, c'est aussi parce que ce petite piqûre de rappel du début nous a servi. Ah, ouais, ok. Hyper intéressant. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui le disent déjà comme ça. Alors, merci de le dire, parce qu'il y a beaucoup aussi d'ego dans le milieu du courtage. Donc, de l'avouer, chapeau. Lors de la création du groupe, toi et ton frère Ludovic avez chacun votre plan, parce que dans Maya Group, il y a aussi de l'architecture. Tu pourras peut-être aussi développer. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous allier et finalement créer tout ça ensemble? Alors en fait, pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas de plan. Ok. Freestyle. C'était un peu ça le délire, c'est que lui est architecte, à l'époque jeune diplômé dans un bureau lausannois, et puis il avait aussi cette envie d'indépendance, et en fait, sans jamais se consulter, on a démissionné en même temps, la même semaine, puis on s'est dit, partageons les bureaux, ce sera plus simple, ça fait des frais en moins, et en plus c'est assez cool de partir les deux. Mais il y a de l'énergie. Les synergies, justement, elles viennent ensuite, et c'est de là, en fait, que l'association se crée réellement, et que de deux indépendants, un architecte et un courtier, se retrouvent à faire une agence immobilière parce qu'elle grandit, et puis un véritable bureau d'architecte parce qu'il grandit aussi. Puis les deux ensemble ont fait qu'on a assez vite fait de la promotion, qui était quand même un de nos buts au départ, mais on ne pensait pas forcément le faire toujours que les deux. Et voilà, ça c'est en fait les deux métiers dans le même bureau ont créé les synergies qui font qu'on est associés aujourd'hui à 50-50. Et on laisse sur le tout, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis autant partenaire à 50 du bureau d'architecte que lui il l'aide des agences de courtage, parce qu'en fait, même si chacun dirige sa partie, parce que chacun son domaine d'expertise, en fait on dirige le groupe à deux. Et quand on part, typiquement là, à Porto quelques jours avec tout le staff, en fait, les architectes sont autant collègues qu'avec les courtiers, que les assistantes. C'est vraiment un groupe qui vit ensemble, même si on pratique réellement deux métiers à l'interne du groupe. C'est une belle dynamique d'équipe. D'ailleurs, une question que je n'ai pas posée, mais généralement, on dit « travaille jamais avec ta famille ». Du coup, là, c'est le contre-exemple, on va dire. Ça se passe plutôt bien. Alors, je pense qu'il y a toujours, comme dans toute vie de société, entre frères, des choses qui sont des fois un peu plus compliquées. Je te vois sourire un petit peu. Mais généralement, c'est quand même là, pour le coup, c'est un pari gagnant, on va dire. Ouais, alors ce qu'on dit souvent, c'est que d'avoir un associé, c'est pas simple. Mais d'avoir un associé qui est son frère, en fait, on a un filtre en moins. C'est-à-dire qu'en fait, la phrase très violente, elle va sortir beaucoup plus facilement quand c'est le frangin en face que quand c'est un associé qui serait pas quelqu'un avec qui on a grandi. Ce qui fait qu'il y a 2-3 fois où les murs ont méchamment tremblé. Mais ça a aussi été fondateur parce que j'ai dû apprendre à écouter, ce qui n'était pas forcément ma qualité première, parce qu'il avait des très bonnes idées, parce qu'il vient aussi d'un monde, l'architecture, le design, où on apporte aussi quelque chose de vraiment subjectif, l'architecture. Ouais, et puis aller vers le beau, c'est quelque chose que quand on est courtier, nous on va vers le tableau Excel et les affaires. Oui. Donc nous on veut faire des deals, on veut aller chez le notaire, on veut faire des commissions, parce que c'est notre essence à nous, alors que lui pas. Et finalement, en écoutant lui mon point de vue et moi le sien, je pense qu'on a tous les deux progressé. Okay. Et encore une fois, si 10 ans plus tard on est encore là et puis qu'on est aussi grand entre guillemets, c'est aussi parce qu'on a su s'écouter l'un l'autre. Et voilà, alors effectivement, bosser en famille, c'est pas toujours simple, mais la chance qu'on a, et je pense que ça, c'est vraiment un plus, c'est qu'en fait, on a chacun un métier qui est certes complémentaire, mais je suis pas architecte et je ne sais pas comment il doit dessiner. Ouais. Et respectivement, il ne sait pas comment on fait de la vente, parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre ne sait faire le métier de l'autre. C'est pas qu'on est associé avec le même job, puis chacun se répartit un peu les tâches. Chacun ses compétences. Si on avait été les deux courtiers et qu'on avait dû monter cette boîte ensemble, ça aurait peut-être été plus difficile, je sais pas. Okay. Mais là, la grande force de l'association, c'est ça, en plus de la fraternité. Ça, c'est génial. Et ça rebondit un peu à la question suivante. Mais quelles sont pour toi les clés à maîtriser pour bien coordonner justement une structure qui fait et du courtage, et de l'architecture, et de la promotion, etc., etc. Alors, je pense qu'il y en a une qui est parfaitement claire, c'est que celui qui dirige une des branches doit être l'expert en question. Okay. C'est-à-dire que moi, être pas le plus compétent, mais en tout cas d'avoir un niveau de compétence qui est... Aujourd'hui, je suis incapable de tenir une séance de chantier et je suis incapable de tenir une séance de dessin avec les équipes en dessous. En revanche, je suis capable stratégiquement de discuter de qu'est-ce qu'on doit faire pour aller sur le marché avec tel ou tel produit de promotion. Et mon frère est pas capable, je pense, de tenir une séance des ventes avec mes 14 courtiers. Déjà, je pense qu'il en a sombré un ou deux, parce que le fonctionnement d'un courtier versus le fonctionnement d'un architecte, c'est tellement différent. Ah, c'est deux univers, ouais. Et voilà, en fait, chacun dirige sa partie. Et ça, je pense que c'est très important. Puis après, la promotion, elle fait le lien des deux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, même dans la promotion, les rôles sont très répartis. Moi, je m'occupe de toute la partie, évidemment, commerciale, banque, stratégie financière, tout ce qui va avec. Achat foncier, parce que finalement, c'est méga sur le terrain qui amène les opportunités.
Et puis mon frangin m'a vraiment développé avec son équipe toute la partie technique, trouver les bonnes solutions aussi pour que le chantier se passe bien, pour que les chantiers ne nous coûtent pas trop cher, pour qu'on trouve des solutions techniques qui amènent des économies, mais de nouveau des économies intelligentes et pas sur la qualité. Enfin voilà. Et au final, c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui de gérer ces 3 métiers en un, c'est que chacun dirige sa partie et a des spécialistes dessous qui sont des spécialistes de leur partie. Ça se mélange pas trop en fait en termes de compétences. Ok, donc c'est des silos. Alors, ce qui est cool, pour moi, je l'imagine comme ça, mais peut-être que je me trompe, c'est surtout que aussi il y a un niveau de réactivité peut-être qu'il n'y a pas ailleurs. Parce que tu peux vite faire le ping-pong, vous travaillez en silo, entre guillemets, mais les ponts sont beaucoup plus rapides. Parce que toi, frère, tu peux appeler, entre guillemets, à 23h en disant Alors, il est casse des couilles, c'est fais ça. Hop. une détresse quand je fais ça, mais ça m'arrive quand même très souvent. Voilà. Le WhatsApp du dimanche aussi, des fois, le lundi matin, c'est la première chose qui me reproche, mais c'est vrai qu'on a cette fluidité-là. En revanche, on va aussi se dire les choses comme elles sont, c'est qu'en grandissant, on la perd un tout petit peu quand même. Ouais, bien sûr. Au tout début, on était ultra réactif. Aujourd'hui, on l'est toujours, mais un tout petit peu moins parce que on a grandi. Du coup, les rôles, les tâches se reportent aussi sur les collaborateurs. Et puis, mine de rien, on a beaucoup de boulot. Donc, voilà. On peut absorber encore des choses, mais peut-être un peu moins vite qu'à une époque. Et il faut vivre avec ça et travailler là-dessus aussi. Et tu dis, vous avez beaucoup de boulot. Et j'ai vu que tu as dit dans la presse que vous visez quasiment un doublement de taille d'ici 2030 avec l'ouverture de 6 à 8 agences, ce qui est pour moi, je trouve, un beau challenge. Quelle est la stratégie? Pourquoi cette stratégie finalement? Alors, la stratégie, elle découle d'un constat. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, sur le canton de Vaud, je pense qu'on est connu, reconnu et on fait du bon travail. On peut toujours s'améliorer et on va le faire, mais le canton de Vaud n'est pas extensible. Bien sûr. Donc, si on veut continuer de grandir, il va falloir sortir des frontières cantonales. Et puis finalement, aujourd'hui, on a les 4 plus grandes villes du canton. Et la logique, ce serait d'aller faire un peu la même chose dans les cantons voisins. Donc, on a ciblé les capitales cantonales que sont Fribourg, Neuchâtel, Sion, Martigny et Bulle en deuxième couteau. Il y aura probablement Genève aussi un jour. Et marché différent, quoi. Marché différent. Et en fait, c'est des choses qui ne vont pas pouvoir se faire qu'avec nous. C'est-à-dire qu'on va faire ça avec des employés et des employés locaux. C'est-à-dire que comme on a fait à Nyon, comme on l'a fait à Montreux, comme on l'a fait à Yverdon, la personne qui ouvrira l'agence Maillard Immobilier dans ces villes-là sera quelqu'un de local, sera quelqu'un de connu localement. Parce qu'en fait, c'est notre essence aussi, c'est notre ADN, c'est d'être des courtiers aujourd'hui très, très proches de notre marché parce qu'en fait, c'est tous des gens qui habitent la région qui la connaissent par cœur. Oui. Et on va continuer à faire ça, même si on va aller dans d'autres cantons. Puis finalement, en ouvrant des agences, c'est ce qu'on s'est rendu compte, ça ouvre aussi des opportunités de promotion parce que qui dit agence dit courtier dit recherche foncière et dit derrière promotion immobilière. Et en fait, c'est ce qui fait avancer le bureau. Aujourd'hui, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, il y a cette volonté-là. On a toujours fonctionné avec l'agence courtage qui augmentait un peu son staff et sa présence et puis le bureau d'archi qui suivait derrière parce qu'en fait, il y avait du travail à absorber et on va continuer comme ça. Et puis l'autre constat qui a fait qu'on a décidé de prendre cette décision, c'est que fin de l'année passée, donc on fêtait la fin de notre 9e année et on allait organiser l'anniversaire des 10 ans. Puis on s'est regardé un peu avec mon frère juste avant Noël. Puis, mais purée, on fait quoi en fait les 10 prochaines années? C'est quoi la suite quoi? Puis tu as un peu 2 options à mon avis dans ce genre de cas. C'est soit tu continues de grandir, soit tu te dis on va plutôt aller vers une structure qui stagne, voire qui rapetisse un petit peu, en ne remplaçant pas les départs par exemple. C'est vrai. Puis aussi, j'ai 37 ans, il avait 35. Ouais, c'est pas le but, quoi. C'est un peu tôt, quoi, pour arrêter. Donc, on s'est regardé, on a dit, OK, on y va. Fais-moi un plan. Ça, c'est toute ma partie. J'ai fait un plan qu'on a regardé ensemble en janvier. Puis on s'est dit, OK, c'est parti, on va faire comme ça. Trop bien. 2026, on renforce ce qui est existant, ce qu'on a très bien fait depuis le début de l'année. Et puis, à partir de 2025, et à partir de 2026, on a l'objectif d'ouvrir 2 agences par année. Génial. Donc, 6 à 8 d'ici 2030. Et quand tu parles, alors je te demandais justement pourquoi stratégie. Donc, pour toi, le terrain, ce qui me paraît évident, mais pour que les gens comprennent bien, c'est égal à identification de terrain et donc faire de la promotion immobilière. Ouais. C'est un modèle qui fonctionne parce que j'en connais d'autres qui l'ont fait et j'en connais aussi qui se sont cassés les dents parce que l'humain, il est là aussi, mais des fois, l'humain, il peut lui arriver quelque chose, comme partout. Ça peut être risqué. J'en ai vu qui ont fait aussi marche arrière. Toi, tu as un plan qui est quand même bien... Enfin, vous êtes sûr, entre guillemets, vous êtes sûr de votre coup, vous savez où vous voulez aller, vous avez identifié les bonnes régions ou pas encore, parce que ça va dépendre de la bonne personne au bon endroit. Alors, les régions sont identifiées, les villes sont choisies. Okay. Maintenant, le rythme exact et l'ordre dans lequel ça va s'ouvrir, ça, c'est encore à discuter parce que ça dépendra des gens à qui on va le faire. OK, ouais.
Et ça va se faire avec à la fois les nouvelles personnes qui vont évidemment nous rejoindre pour ces ouvertures et ceux qui vont chapeauter ces ouvertures, qui sont le responsable d'Yverdon pour la zone Fribourg-Neuchâtel, le responsable de Montreux pour la partie Valais, éventuellement Alvaudoise qu'on discute aussi, et le responsable à Nyon pour tout ce qui partirait sur Genève et la Terre Sainte. Donc en fait, ça va se faire. C'est pas moi qui décide et on fait. Moi, je lance la stratégie, je pose les bases et ensuite ça se fait avec les équipes. Donc oui, je suis assez sûr de ce qu'on fait. La seule chose que je maîtrise pas, c'est le marché. Si les taux remontent à 3,2 comme en mars 23, tu peux avoir fait tous les plans que tu veux, ils peuvent être parfaits, les plans, au final, ça marchera pas. Donc ça, c'est la seule chose que je maîtrise pas. En revanche, ce que je pense maîtriser, c'est qu'on a un bas de laine aujourd'hui qui nous permettrait de repasser à travers une année compliquée comme 2023. Donc c'est pour ça qu'on y va un peu. Mais on va pas y aller la fleur au fusil comme en 2017 où je me voyais déjà... on ouvre, on met le logo en haut et puis les gens vont venir nous donner des mandats. Ça, on va pas faire. Voilà. De toute façon, on apprend de ses erreurs, hein, pas de ses réussites. Donc, C'est ça. comme partout. Du coup, tu viens de me dire, tu viens aussi de répondre à ma prochaine question, mais en 2024, a été une année charnière avec plus de 60% de chiffre d'affaires côté courtage et plus de 25% côté architecture. Quelles décisions ou changements ont déclenché cette accélération ou cette très, très bonne année? Il y a 2 éléments. Le marché quand même, Sûr. que je disais qu'on ne maîtrise pas à 100%, mais le marché était bon en 2024, en tout cas c'est mon ressenti, surtout en 2025, surtout que voilà, les taux redescendent, les gens sont motivés, il y a un peu moins de problèmes de guerre, ou en tout cas, je nuance. La guerre qui aujourd'hui prend le pas sur les journaux, c'est pas celle qui nous touchait, Ukraine-Russie avec la proximité et puis l'impact sur les coûts. Donc voilà, l'année 2024, elle est excellente parce que le marché est bon et parce que nous, on s'est renforcé en termes de staff. Il y a du staff de super qualité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la boîte a 10 ans. En 10 ans, c'est 1 licenciement et 3 démissions. OK. Sur un peu plus de 30 collaborateurs. Qui est très, très, très Quasiment zéro. Ouais. Donc ça veut dire que les gens qui sont là, en fait, ils sont là depuis longtemps, ils sont extrêmement efficaces. Et on a rajouté en fait des gens qui ont rendu ceux qui étaient là encore meilleurs. Et il y a une accélération qui se fait par ça. Et puis après, il y a toute une série de process qu'on remet à jour chaque année, qu'on retravaille, qu'on modifie. On a une équipe marketing qui s'est aussi renforcée, qui permet de faire aussi plus de choses. Puis voilà, c'est tout plein de petites choses qui misent bout à bout. Mais pour moi, la clé, c'est les gens. Le chiffre d'affaires, c'est pas moi qui le fais aujourd'hui. C'est mon équipe et c'est eux qui vont faire les affaires. Moi, je suis là pour amener la meilleure mesure possible, les meilleurs outils possibles pour qu'ils puissent faire leurs affaires. Mais les affaires, c'est eux qui le font. Et puis un style de management et une culture d'entreprise, parce que c'est vrai que quand tu verras, moi, j'étais jamais venu dans tes bureaux et c'est assez stylé, on va dire. Il y a du tout, etc. Et moi, c'est un style qui me plaît. Tu parlais de ça. Aujourd'hui, si on a ce goût-là à l'intérieur des bureaux, c'est parce qu'on a engagé une designeuse d'intérieur qui s'appelle Mafalda, qui est là depuis 2 ans et qui apporte une monstre plus-value sur nos projets, sur nos agences. Là, on vient de déménager l'agence à Yverdon pour prendre une arcade beaucoup plus grande et mieux placée que ce qu'on avait. C'est tout elle qui a géré l'aménagement. Quand on passe la porte, moi, je suis ultra fier. Ça mène un ADN, en tout cas. Mais moi, je suis le type qui a dit on déménage. Après, la personne qui a fait que cette agence est une bombe aujourd'hui, c'est notre designeuse d'intérieur. Et ça, c'est une plus-value qu'on n'avait pas il y a 2 ans en arrière parce qu'on n'avait pas ce profil à l'intérieur. Donc, encore une fois, je reviens, c'est les gens qui font qu'on avance. Ouais, et c'est les gens et le réinvestissement sur les personnes au lieu de tout mettre dans la poche aussi. Savoir investir. Hein. C'est ça. Quel est ton style de management si tu devais te décrire aujourd'hui? Je pense que la question, il faudrait la poser à mon équipe. Mais en gros, alors je suis extrêmement exigeant. Alors, quelle est l'image que les gens donnent de toi, en fait? Je suis extrêmement exigeant. Certains disent que je peux avoir un côté un peu froid, un peu cassant au début. Ma taille aussi, je fais 1m93, donc ça peut des fois impressionner, je crois. C'est ce qu'on m'a eu dit. Mais bref, style de management, je suis très exigeant. Mais par contre, je suis à côté de mes gens. On est extrêmement généreux, que ce soit sur la partie salaire, conditions de travail et aussi tout ce qu'on fait en termes d'event. Enfin voilà, partir à Porto pour les 10 ans, c'était pas obligatoire. On aurait pu faire un souper au restaurant, mais non. Nous, on voulait passer du temps avec nos équipes. On fait beaucoup d'événements dans l'année avec les équipes. On fait une sortie des familles chaque année au mois d'octobre, j'y tiens beaucoup, où les gens viennent avec tout le monde, les conjoints, les enfants. Alors les premières, on était une quinzaine, puis aujourd'hui, on est 70, parce que non seulement on est plus, mais surtout, ils ont tous fait des gamins. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est cool aussi à voir. Tu retrouves les conjointes des premiers collègues qui ont fait 2 enfants depuis. Et puis, en fait, c'est plus un couple qui vient, mais c'est une famille. C'est génial. Donc voilà, dans le style de management, il y a beaucoup ça. Et ça, c'est plutôt moi qui m'en occupe parce que j'adore ça. Par contre, il ne faut pas me le mettre à l'envers.
Donc, et si les gens sont là depuis 10 ans, là, pour certains, c'est qu'ils savent qu'avec moi, on avance. Ouais, une ligne de conduite. Et on avance ensemble. Ouais, trop bien. Tu interviens aussi régulièrement à la TV comme chroniqueur dans l'émission Entrepreneur. Moi, je t'ai vu plusieurs fois. Moi qui fais des podcasts, franchement, je trouve que c'est pas toujours évident de se réinventer à chaque fois. Est-ce que toi, cette expérience, elle t'aide concrètement, entre guillemets, dans ton quotidien pro, ou est-ce que c'est plutôt un exercice à part finalement? Un peu des deux. De base, je le fais parce que j'adore ça. Ouais. C'est vraiment un truc que je kiffe. J'aime bien aller à la télé raconter mes théories et faire 2-3 récits. Mais ça m'aide aussi parce que finalement, de devoir parler conditions de live sur un plateau télé, moi j'ai commencé à le faire à la base parce que je faisais de la politique. Oui. Puis maintenant je fais plus de politique, donc c'est plus que de l'immobilier ou d'autres choses, mais ça oblige aussi à sortir un peu de sa zone de confort quand même, hein, parce que Puis d'être à jour. ouais, d'être à jour, c'est sûr, mais aussi de sortir de sa zone de confort, parce que les premiers plateaux télé, je peux te dire que t'arrives, t'as la boule au ventre, t'as beau faire 1m93 et puis donner l'impression que, enfin, ça reste, voilà. Du coup, ça m'a apporté beaucoup. Et puis après, on a des clients qui rapportent à mes équipes qu'ils m'ont vu à la télé. C'est que voilà, il y a un petit effet ricochet qui est intéressant. Mais disons que ça m'aide dans le boulot un peu. Mais il y a d'autres choses de mon parcours qui m'aident plus. Je pense que mon passage à l'armée, où j'avais adoré ça, contrairement à beaucoup de mes potes, m'a appris à structurer des séances, à structurer un fonctionnement. Donc ça aussi, c'est des choses qui aujourd'hui me sont encore utiles 15 ans après, quoi. Ouais, génial. Ok. Et pour le coup, toi qui es vraiment quelqu'un qui a investi dans le marketing, on en parlait aussi un petit peu en off avec ton agence RP, on voit que votre groupe, il soigne son image, ton personal branding, votre communication. Pour toi, le marketing, c'est un levier qui aujourd'hui est indispensable. Est-ce que c'est un plaisir ou une nécessité concurrentielle, entre guillemets? Alors bon, c'est une nécessité absolue, parce qu'en fait, si t'en fais pas, t'existes pas. Il y en a plein de gens qui disent non, mais moi, le marketing, Oui, et tout ça, je pense que c'est facile, mais s'ils le faisaient correctement et puis qu'ils doublaient leur chiffre d'affaires, en fait, ils diraient pas la même chose. Donc, non, le marketing, c'est indispensable. Maintenant, il faut savoir quel marketing tu fais. Le marketing, ça peut aussi être quelque chose de tout con, c'est d'aller dans toutes les repas de soutien, les choses où en fait tu rencontres du monde. D'une certaine manière, c'est aussi du marketing. ouais, bien sûr. Donc voilà, nous on fait un peu de tout. Le digital, c'était pas trop ma came au début. Je m'y suis forcé parce que pas le choix. J'ai une équipe aussi qui m'aide parce que voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse directement. Donc c'est dur de s'intéresser à quelque chose et puis d'être bon dans quelque chose si ça m'intéresse un peu moins. Moi, ma force a toujours été le réseau. Et j'ai des courtiers, le réseau, c'est pas leur truc. Par contre, ils sont super forts sur d'autres choses. Donc voilà, Puis le réseau, c'est du marketing, hein. Finalement, c'est ça, ouais, c'est ce que je disais. Donc c'est indispensable. Un levier, oui, de facto. Et puis un plaisir, oui, bien sûr, mais il y a des choses qu'on doit faire et qui sont un peu moins plaisantes. Bien sûr. Marketing sur Google, moi, ça m'excite pas une seconde, mais par contre, c'est indispensable. Et on a des gens qui le font très, très bien, en interne et aussi en externe, qui nous aident à être bons là-dedans. C'est pas donné, hein. Et c'est pas donné. Alors, mais bon, c'était plein de choses. C'est combien tu dépenses pour combien tu rapportes. Ça, par contre, ça me passionne. Ouais. Être capable de dire... des outils tracking qui te permettent d'analyser le ROI en disant le mot-clé achat Maillard Yverdon. Alors, c'est pas moi qui fais l'analyse. Okay. Moi, j'analyse les chiffres. Ok. Et ça me passionne parce que tu te dis, là, on met un peu plus, puis on voit que ça marche. Là, on a mis un peu plus, ça donne rien. Donc, est-ce qu'il faut continuer ou pas? Oui. Et ça, c'est hyper passionnant parce qu'en fait, il y a des fois des choses qui marchent, mais il faut du temps. Bien sûr. La patience en marketing, c'est important. C'est pas 3 vidéos sur LinkedIn qui t'existent à avoir du pétrole. Non, puis surtout, tu es dans l'immobilier, tu vends des baraques. Si tu vends, comme moi je vendais chez Orange des iPhones, avec des offres à 50%, c'est simple. Là, généralement, c'est le projet souvent d'une vie pour quelqu'un qui veut acheter ou quelqu'un qui veut vendre. Ça se fait pas en une seconde. Ce qu'il faut sempiternellement rappeler, c'est qu'en fait, on est des vendeurs, mais on n'a rien en stock. Notre premier boulot, c'est de convaincre les gens de nous donner la clé de chez eux et le mandat de vente de leur maison et de leur appart. Et on repart chez les gens avec un contrat et des clés et le code de l'alarme. Donc, c'est quand même un truc, c'est magique. Tu vas les mettre au bon vrai. Mais souvent, quand on rencontrait des agences marketing au début, les gars, ils viennent avec des immenses concepts pour te vendre des choses. Mais nous, on vend rien avec beaucoup de gras. Nous, on doit rentrer des mandats. C'est ça l'objectif. Et c'est un marketing hyper différent. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de mes confrères aujourd'hui qui se sont mis à faire beaucoup de vidéos. On en fait aussi. Peut-être un peu moins que d'autres, mais on en fait aussi. Moi, j'avais commencé à en faire en 2017-2018. Et en fait, c'est hyper important, mais
c'est rarement pour vendre l'objet quand même. C'est plus pour montrer comment on met en valeur l'objet à des futurs propriétaires Bien sûr. qui voudraient travailler avec nous. C'est un outil. Parce qu'en fait, dis-toi, si tu fais du très bon travail de mise en valeur, en fait, ton propriétaire que tu vas rencontrer, donc le prochain, il va te dire « c'est beau ce qu'ils font, donc j'aimerais bien bosser avec eux ». Mais en soi, tu ne vends pas la maison grâce à la vidéo. Parce que c'est un outil d'acquisition dans un appel En d'offres. tout cas, pas aujourd'hui, peut-être dans le futur, mais aujourd'hui, il me semble que non. En revanche, il faut être capable de se réinventer un peu, il faut se mettre à jour. Mais la vérité aussi, ça, il faut le dire, c'est que t'en as un qui a une bonne idée. Dans les 4 mois qui suivent, tout le monde a la même idée parce que tout le monde copie. Ça, c'est horrible, ça. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et moi, je dis souvent à certains de mes confrères qui s'énervent de voir que les autres font pareil, je dis, mais gars, si t'avais une mauvaise idée, personne t'aurait copié. Ça peut être très immobilier, et ça, pour avoir fait d'autres secteurs, ça existe que dans l'immobilier. C'est-à-dire que les gens, ils osent pas. Moi, ça fait des années que j'ai dit qu'il fallait mettre. Ça se passe aux États-Unis, et de toute façon, tout ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive ici. On le voit avec le modèle Édouard Clerc. Ça existe dans les autres pays, et il s'inspirait de ça. Je disais, il faut mettre le courtier face à la vidéo pour vendre la baraque. Il y en a un qui l'a fait. Tout le monde disait non, nous on est en Suisse, on est discret, non, rien du tout. Droit derrière, t'en as un gros qui l'a fait et ça a cascadé. Et c'est vrai que moi c'est mon avis, tu me dis ce que t'en penses, c'est qu'au lieu de se regarder les gars, pensez à votre client final. Votre client final, c'est soit le locataire, soit le client acheteur, soit le propriétaire, soit le fonds, peu importe, mais c'est pas votre concurrence. Et il y en a beaucoup qui le font comme ça, ce qui fait que du coup, ça manque un petit peu de créativité ou même de pertinence, parce que finalement, quand tout le monde fait pareil, ce qui compte, c'est soit ton tarif, soit ta personne, mais où il n'y a plus d'autres différences. Ouais, non, puis moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu as une bonne idée, puis que les gens font comme toi, c'est que déjà ton idée était très bonne. Donc, il faut plutôt être fier de ça. Et puis, en fait, bosse pour la prochaine bonne idée. Ouais, ça aussi. Et puis, en fait, c'est vachement plus challenging de réfléchir comme ça que de s'énerver parce que ta retampion au Bolomé Immobilier a fait la même chose que toi. C'est clair. Et au final, alors oui, moi, si j'ouvre mon fil LinkedIn, je pense que j'en ai... l'après-midi, regarder toutes ces vidéos, les posts, où maintenant, tu sais même plus si ça a été écrit ou si c'est ChatGPT qui l'a sorti. Il y en a, tu peux voir. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je regarde ce que font mes concurrents aussi, et puis mon fil est aujourd'hui fait de gens qui sont dans l'univers immobilier. C'est l'algorithme. Mais nos partenaires, ceux qui nous amènent des mandats à des clients et tout, eux, ils n'ont pas tout à fait le même fil, ils voient un peu de tout. Donc, en fait, ils en voient aussi moins. Donc, il faut pas paniquer avec ça. En revanche, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir la prochaine bonne idée. C'est pas d'avoir la même que celui qui est sorti il y a 6 mois, quoi. C'est hyper important. Moi, quand j'ai lancé mon podcast, le deuxième que j'ai pris, c'était Édouard Clerc. Il avait 1000 abonnés. J'ai dit, Édouard, tu vas devenir la personne que tu es. Sois-en sûr. Il avait donné le nom de son podcast. Enfin, il m'avait posé plein de questions. Je lui ai dit, mais vas-y à fond. Et puis aujourd'hui, on voit qui il est. Avant, il était clivant. Maintenant, tout le monde, entre guillemets, l'a validé et confirmé. Après, on peut aimer ou pas. Mais voilà, il a fait des choses qui sont différentes. Lui, typiquement, alors moi, je le connais pas personnellement, mais lui, typiquement, ce que j'aime dans le profil, c'est qu'en fait, il a osé faire un truc qui se faisait pas. Non. Voilà. Et après, d'autres vont faire essayer. Ça marchera pas. Mais le premier, ça restera quand même à peu près lui. Et force est de constater que c'est écouté. Il a des gens de qualité qui viennent. Moi, j'aime pas tout ce qui se fait, mais comme dans tout ce qui se propose sur le marché, c'est normal de pas tout aimer. Mais en revanche, le mec, il a eu le commandesse, comme on dit, d'y aller, et puis ça marche pas. 23 ans, il est passé de 0 à 14 employés. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est d'y rester. Ouais, ça c'est vrai. Aujourd'hui, être sur les portails immobiliers semble incontournable, mais certains trouvent que les tarifs deviennent, entre guillemets, abusifs. On voit des agences qui quittent le groupe SMG, par exemple. Toi, quand on en a discuté en off, tu n'avais pas du tout l'air d'accord avec ça. Alors, il y a 2 sujets. Il y a le sujet des tarifs, puis il y a le sujet du mégalopole, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Du wholesale, parce que tu as immobilier.ch, puis à côté de SMG, puis après, tu as d'autres acteurs qui sont un peu moins... La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a SMG puis immobilier.ch. En tout cas, c'est mon ressenti. Où je ne suis pas d'accord de ceux qui quittent. Après, attention, moi, je fais que du courtage, il ne faut pas de gérance en masse. Hein. Le marché est porteur, la gérance de masse. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même moins d'annonces que la grosse régie de 240 employés qui... Voilà. Mais moi, mon job, quand un propriétaire nous donne un mandat, c'est de le vendre. C'est ça. C'est l'essence même du mandat de courtage, c'est d'aller trouver un acheteur. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire sans SMG. Ceux qui me disent que oui, ils vous mentent, c'est sûr et certain. La grande question, c'est comment on va gérer la montée des tarifs de ce groupe-là avec leurs ambitions. Et en fait, plutôt que, à mon avis, plutôt que de leur faire la guerre, parce qu'en fait, ils sont plus gros que nous à la fin, donc on n'y arrivera pas, il faut discuter avec eux. Aujourd'hui, SMG, ça doit devenir un partenaire et pas
une entreprise avec qui on va au défi, c'est pas le but. Et Immobilier.ch, dont je suis aussi actionnaire, est un autre partenaire, mais il va pas remplacer le groupe SMG aujourd'hui. C'est sûr que non. Donc moi, si je vais prendre un mandat puis que je dis à mon propriétaire, on travaille avec Immobilier.ch, puis que le gars, en fait, son habitude à lui de recherche, c'est HomeGate, Imo Street, Imo Scout ou acheter louer, puis que je lui dis que j'y suis pas, il va pas comprendre. Donc en fait, moi, j'ai besoin d'SMG aujourd'hui parce que ça nous amène des leads. Ça veut pas dire qu'il faut pas se poser des questions, qu'il faut pas les challenger et qu'il faut pas essayer de chercher d'autres solutions pour vendre nos maisons et nos appartements que uniquement les plateformes immobilières. Mais ce qu'on est tous en train de faire, on travaille sur tout un tas de choses. Il y a l'IA qui va amener des solutions, il y a les réseaux sociaux qu'on a déjà amenés. Mais aujourd'hui, on peut toujours pas, à mon sens, faire sans les portails qui font partie du groupe SMG. Puis après, il y a l'autre truc qui me fait assez sourire sur les tarifs, c'est que j'en entends certains faire des grandes théories. SMG, c'est trop cher, ils augmentent chaque année et tout. Et je sais les rétrocommissions qu'ils peuvent donner à certains pourvoyeurs de leads pour les vendeurs. Mais maman. Mais quand j'entends ça, je tombe à la renverse. Les gars, ils sont capables de donner la moitié de leur com ou 35% de leur com à des types qui leur donnent un numéro de téléphone, puis ils veulent pas payer 8 000 francs par mois pour publier leurs annonces. À un moment donné, il faut arrêter non plus de prendre les gens pour des ânes. Donc, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on investit et où. Et aujourd'hui, je pense que l'investissement que je fais, c'est SMG est rentable, et c'est comme ça que je réfléchis. Ça n'empêche pas d'avoir la réflexion, on fait quoi après? Ici, ça continue d'augmenter. Quand ils viennent discuter avec nous, on pose des questions, on les challenge et on cherche d'autres solutions pour avoir effectivement enlevé le risque de se retrouver in fine bloqué là-dedans avec un type chez SMG qui décide que c'est lui qui fait les tarifs. Mais on ne peut pas faire sans eux aujourd'hui et je pense que ceux qui disent qu'ils peuvent faire sans, je ne vais pas dire qu'ils s'en mordront les doigts, mais je me réjouis de voir les résultats, quoi. Ouais, ok. Et de toute façon, pour moi, mais je crois que c'est en discussion, parce que je suis professeur au SVIT, que de toute façon, le SVIT et l'USPI ont pris... c'est une vraie discussion. Mais c'est normal, déjà, l'année prochaine doit avoir lieu. Mais moi, je ne sens pas aujourd'hui de mener une fronde contre SMG qui m'amène entre 80 et 90% de mes listes d'acheteurs. Enfin, je veux dire, j'ai besoin d'eux et je travaille avec eux. En revanche, je suis tout à fait prêt à les challenger avec d'autres solutions pour leur dire, en fait, on pourrait faire sans vous. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça va venir. Donc, faites attention. C'est beaucoup plus intelligent, à mon sens, que d'aller à la guerre contre un groupe qui est en plus gros que nous, quoi. Et puis, en plus, il faudrait qu'on y aille tous en même temps, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Ouais. La seule fois où ça a essayé d'être fait, les courtiers des agences qui s'étaient retirés d'HomeGate, ils allaient eux-mêmes mettre leurs annonces sur HomeGate parce qu'en fait, ils voulaient quand même vendre leurs objets. Donc, si on veut y arriver vraiment, un jour, il faut se mettre tous autour de la table, ranger tous les égos dans la poche, et ça, c'est pas gagné, et ensuite faire. Ouais. Et ça, je dis, à mon avis, on en est un peu loin. Donc, voilà, c'est pour ça que je les regarde faire. Je donne mon avis quand on me le demande, mais je pense qu'aujourd'hui, notre objectif à nous, c'est de vendre des objets, et c'est le service qu'on doit rendre à nos propriétaires, et c'est comme ça qu'on est payé à la fin. Donc, moi, j'ai besoin de gens qui cherchent à thé. Et puis, ceux qui nous disent, oui, mais aujourd'hui, j'ai une base de clients de 25 000 acheteurs. Ouais, mais ils sont venus d'où, tes 25 000 acheteurs? Ils sont venus d'HomeGate et d'Imo Street à l'époque. Donc, en fait, tu en as quand même eu besoin jusqu'à maintenant. Donc, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. On réfléchit 2 secondes et puis on se pose la question, comment on peut discuter avec eux pour en faire un partenaire et pas un adversaire, quoi. Ok. Et tu as pris des parts aussi de la régie Jacques Lugrin en 2021. Oui. Est-ce que c'est une opportunité ou c'était dans la roadmap c'est la demande, c'est un souhait? C'est les deux, c'était dans la roadmap. Je voulais avoir le service gérance PP à proposer. Ok. C'était pas indispensable en soi, mais j'avais envie de l'avoir. Ça permet de garder les clients avec qui on a un bon contact en offrant le service et puis d'avoir un 360 des métiers de l'immobilier. Et puis l'opportunité est venue. Donc voilà, ça se fait en même temps. Mais c'était une volonté. Je l'avais d'ailleurs une fois annoncé sur une émission entrepreneur à la télé. Donc ça va peut-être aussi aider dans le truc. Mais voilà, la gérance, c'est un métier différent. C'est pas le mien. Donc moi, chez Jacques Lugrin, j'ai un rôle d'apporteur d'affaires. Je fais de la stratégie avec mes associés et puis mon collègue de conseil d'administration, Thierry Martin, que je salue. Par contre, je suis incapable, comme pour le bureau d'archi, d'aller expliquer comment on fait de la gérance. C'est pas mon travail. Moi, je peux amener des réflexions sur une gestion des charges, sur comment on augmente les profits, comment on augmente le nombre de mandats. Mais c'est vraiment un métier différent. C'est un métier avec peu de rentabilité, avec beaucoup moins de facéties que le courtage. Le courtage, c'est fun. La gérance, ça l'est un peu moins. Et là aussi, tu as besoin de gens compétents qui sont capables d'abattre du boulot de manière qualitative, parce qu'en fait, ce qui coûte cher aujourd'hui dans une gérance, c'est le système informatique et les gens. C'est du service. Donc, mais c'est une expérience que je ne regrette pas du tout. J'ai tout de plaisir à y aller. Et puis, on est en train de faire beaucoup de changements pour que cette régie continue d'avancer. Donc, je m'en réjouis. En plus, les jeunes, c'est Solène qui est... Solène est la directrice, oui. D'ailleurs, cette opportunité, elle est arrivée, j'ai réfléchi comme ça. Hein.
avec un coup de main à la confrérie, ou c'était quelque chose où il t'a appelé Ouais. Je sais pas, les opportunités, ils viennent de nulle part. Hein, C'est plus ou moins ça. À l'époque, on avait les bureaux à la rue du Midi et puis Thierry Martin qui est aussi à PUBG dans la même rue. Et puis un jour, voilà, discussion, on a fait le tour d'un café, puis d'un repas et puis d'un bon verre de rouge. Et puis les choses s'est ça, parce que les choses ont avancé comme ça. Après, on revient sérieux et les contrats, des choses, des contrats va connaître, mais au départ, l'opportunité est un peu arrivée comme ça. Ok, trop bien. Tu es actif depuis presque 18 ans dans le courtage. Il y a 10 Maillard, mais avant, tu étais courtier comme tu l'as dit. C'est quoi tes meilleures techniques de prospection aujourd'hui? Alors ça, de toute façon, personne ne me le dit. Mais si tu peux en donner une ou deux. J'allais te répondre que j'avais pas te les donner. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a plus chaque année. Quand j'ai commencé, il y a 18 ans, le digital, Ça n'existait pas, quoi. Verbel avait créé la première app, parce que le smartphone venait de sortir, hein, il faut se rappeler. Hein, Oui, ça. immobilière. Aujourd'hui, plus personne ne fait des apps, parce qu'en fait, tous nos sites sont responsive. Et ça a été, en 15 ans, beaucoup plus vite que les 15 ans d'avant. Donc, le digital, aujourd'hui, est indispensable. On en fait beaucoup. Je pense qu'on peut faire plus. Il y a une question de budget aussi. À un moment donné, on fait un peu plus chaque année, mais le digital, quand tu pars de zéro, ça coûte cher. Tout le monde pense que clic, 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 mais en fait, non, c'est pas si simple. Et en fait, nous, on va chercher un vendeur. Donc, en fait, on paye assez cher nos leads in fine. Oui. On n'est pas en train de vendre des choses sur Zalando. Bien sûr, ouais. Voilà, donc, et ça demande d'une stratégie qui devient plus fine chaque année. Mais bref, le digital en est un. La boîte aux lettres en reste un quand même. Et la meilleure des prospections, c'est le réseau. Tu fais ce que tu veux. C'est la seule qui marchera à vie et c'est la meilleure. Tu utilises des outils comme Popetit, par exemple? Non. Régis France, ok. Non, on a développé nos propres outils avec des partenaires aussi, mais non, on n'utilise pas ces outils-là. Mais la meilleure des prospections, c'est le réseau. Le type qui vient parce qu'il travaille avec ce courtier de mon agence, c'est les meilleurs des mandats. On est là au début, on peut discuter du prix, on peut avoir une stratégie commerciale qui est claire. On n'est pas en train de récupérer un truc qui était mal fait par quelqu'un d'autre, puis ça fait 6 mois que ça traîne. C'est les meilleurs mandats, c'est ceux qui viennent du réseau de mon agence, de mes courtiers et de moi. Donc, ça reste la meilleure des prospections. Okay. Et un courtier qui fait beaucoup de réseautage, ça a une conséquence, c'est qu'il est beaucoup à l'extérieur, aussi en soirée et autres. Et voilà, c'est pas toujours tout simple, mais... c'est un autre rythme de vie, on va dire. Et il s'avère que personnellement, j'ai un gros réseau parce que j'adore ça, donc ça a marché. Mais encore une fois, j'ai des courtiers qui sont très bons aussi, d'autres qui ont d'autres techniques, et tout marche. Ok, trop bien. Enfin, quel conseil concret donnerais-tu à un jeune qui rêve de se lancer son agence en Suisse dans le courtage? Il y en a de plus en plus des petites structures qui se lancent parce que c'est des gens qui étaient très bons à gauche à droite, comme toi un petit peu, et qui font finalement le même parcours que toi maintenant. La première chose que je lui dirais, c'est viens me voir avant de te lancer, parce que j'en ai 2 ou 3 qui voulaient se lancer avant de venir discuter avec moi, puis aujourd'hui ils sont là et ça fait 8 et 9 ans qu'ils sont ici. Ah génial. Parce que... Non, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas justement voir les autres agences comme un endroit où on va faire ce métier de courtier comme on le faisait avant. Il y a des agences qui proposent d'autres choses que je pense on est. Donc, ça, c'est la première chose que je peux dire, c'est renseigne-toi quand même sur le marché dans lequel tu évolues avant de vouloir absolument te lancer. Et puis, un conseil que je peux donner, fais-le avant d'avoir des enfants. Ouais. Parce qu'en fait, se lancer, ça veut dire être capable de bosser 80 heures par semaine, parce qu'au début, tu es tout seul. H24. Ouais, les premières années, j'étais secrétaire, courtier, comptable, voilà. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, quand tu as des enfants en bas âge, ce qui est mon cas aujourd'hui, ce serait très, très compliqué à faire autant. Ouais. Donc, aie pas peur de le faire relativement tôt. Voilà, ça, j'aurais pu te donner les conseils bateaux de savoir où tu veux aller, blablabla, blablabla, on entend partout. Donc, ceux-là, ils s'intéressent plus personne. Mais fais-le avant d'avoir des gamins. Ou alors, ils seront plus grands et le risque, c'est que tu les voyais pas non, mais que ce soit un peu tard. Parce qu'il y a aussi un truc qui se passe, je trouve, avec les gens qui ont 45 ans et plus. C'est que voilà, on arrive à un âge où les gens ont peut-être un peu plus peur de se lancer. On entend souvent le dernier changement de boulot, ça se fait à 50 ans parce que peut-être c'est un peu le dernier moment. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais le marché du travail me donne tort. Il faut beaucoup d'énergie. Ouais. Et en fait, le risque, c'est de pas le faire des enfants, puis le faire après, finalement pas le faire parce que c'est trop tard. Donc, pas hésiter à le faire un peu jeune et quand on a beaucoup de temps à disposition, parce que voilà, monter une boîte, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut bosser. Hein. Ça prend du temps, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a une question, là, sur la dernière question, est-ce que tu aurais voulu que je te pose une question? Quelque chose que je n'ai pas encore... Il y a une question qu'on entend des fois, est-ce que vous pensez que le métier va disparaître, que ce soit pour la gérance, le courtage, on entend ça aussi chez les notaires. Ça peut être un sujet intéressant. Moi, avec l'IA. Ouais. Et moi, mon analyse aujourd'hui, c'est pas demain en tout cas. Non.
J'ai l'impression même qu'il y a un espèce de retour à l'humain parce que les gens ont peut-être un peu marre de ce truc où Ouais, c'est clair. on digitalise tout. C'est mon sentiment. En tout cas, j'ai l'impression que le métier de courtier aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit avec certains de nos concurrents qui ont voulu prendre une place énorme sur le digital, ils existent. Ils ont pris une part de marché, mais ils nous ont pas pris de clients parce qu'en fait, voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est un sujet vaste et hyper intéressant et il faudrait être plusieurs autour du micro pour vraiment avoir un truc. Ça, on pourrait faire un méga... Mais c'est marrant parce que mais c'est je perche sous le palais les gens avec ça parce que ça fait 3 podcasts qu'on parle de ça, mais on parle de l'IA parce que c'est vraiment un thème d'actualité. J'en parlais encore avec Mathieu Nideguer avant en bouffant. C'est que aujourd'hui, il y a la donnée qui est subjective. Donc, il y a l'humain, il y a le relationnel, etc. Mais il y a des postes, on le disait, tout ce qui est donné objective et pas subjective. On l'a vécu avec le marché de la traduction. Le marché de la traduction, après ChatGPT, en 2 mois, terminé. Avant, on avait des logiciels je ne sais plus comment ça s'appelle, plus correcteurs d'orthographe comme Antidote. Tout ce marché, il a pris 2 mois et s'est cassé la gueule. Et par exemple, le métier des chiffres, entre guillemets, par exemple, et malheureusement, un assistant comptable, oui, alors ils vont pas tous disparaître. En fait, il y a tellement de gens qui font ce job que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train de cacher quelque chose qui va vraiment arriver, en fait. On est en train d'implémenter un logiciel IA qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficace dans la prise de PV parce qu'en fait, c'est chronophage, ça prend du temps et ça apporte pas beaucoup de plus-value. Alors, probablement qu'un jour, ce logiciel-là, effectivement, fera qu'on a besoin d'une secrétaire en moins. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça, on va devoir faire avec. Mais ça existe. En revanche, émission d'américain, quoi. Pas tout. En revanche, le courtage, moi, j'ai quand même l'impression que, encore une fois, on ne donnera pas les clés de chez soi à un robot. Non. En gérance, il y a probablement des choses à améliorer aussi, mais au final, tu as quand même besoin de quelqu'un à qui tu peux parler quand ton four il est cassé, surtout quand tu as un certain âge. Et nous, on le voit à la gérance à Morges, on a encore des gens qui viennent à l'agence. C'est parce qu'en fait, ils veulent pas faire un mail parce qu'ils veulent voir les gens. Puis même, si tu regardes un moment quand Néo s'est lancé, Néo n'a pas désactivé toutes les autres agences qui pratiquent pas le même type, entre guillemets, de tarification. Donc, tant qu'il y aura un travail de terrain humain, d'expertise et d'analyse, je pense que ça fonctionnera toujours et qu'il y aura toujours besoin de bons courtiers comme toi et comme ton agence. Merci. C'est la fin du podcast. Merci beaucoup. On fera le point peut-être d'ici 5-6 ans, en 2030, voir si tu as réussi à lancer ces agences. Merci beaucoup de participer à ce podcast et bienvenue dans la communauté Real Insiders. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Ce podcast est parrainé par First Caution, la garantie de loyer sans dépôt. Je tenais à remercier Céline Frey et toutes ses équipes pour leur confiance. First Caution est une entreprise qui parie sur l'avenir et sur les personnes passionnées qui font l'immobilier d'aujourd'hui et de demain, comme tous les insiders qui passent à travers ce micro. Si vous cherchez un partenaire visionnaire et aligné avec les enjeux de notre secteur, pensez à First Caution.